Bonjour et bienvenue à ce webinaire Midi Snack. Mon nom est Andréane Rouleau. Je suis chargée de projet pour l'accès au marché au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, ou RTCBQ. Le RTCBQ est une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour favoriser un bon développement du secteur bioalimentaire. La série de webinaires Midi Snack vise à outiller tous les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire là, dans leur démarche d'accès au marché institutionnel québécois. Avant de commencer et d'aller plus loin dans ce webinaire, j'ai quelques informations techniques à vous communiquer. Donc, d'abord, le webinaire est enregistré afin d'en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc, ça va être disponible ensuite sur notre page YouTube et sur notre page Internet, le rtcbq.com. Ensuite, à la fin du webinaire, il va y avoir une période de questions. Donc, n'hésitez surtout pas là, tout au long des présentations de nous écrire les questions dans la section Q et R. On va prendre le temps d'y répondre. Et finalement, afin de respecter là, nos présentatrices aujourd'hui, veuillez garder vos micros fermés tout au long des présentations. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Percer le marché institutionnel scolaire, comment s'y prendre ». Donc, aujourd'hui, on va essayer là, le plus qu'on peut, en fait, de démystifier les méthodes d'approvisionnement des écoles primaires, secondaires au Québec, afin de voir là, comment est-ce qu'une entreprise peut faire pour percer ce marché-là, pour vendre et promouvoir ses produits. Donc, pour ce faire, on a invité aujourd'hui Maude Rousset-Bosson et Florence Plourde, qui sont conseillères en alimentation durable chez Équiterre et qui ont eu le mandat d'accompagner directement des écoles dans l'amélioration de leur approvisionnement pour que ce soit de plus en plus local. Ensuite, on a invité Josée Fortin, qui est coordonnatrice aux communications et aux ventes chez Laniel Saint-Laurent, un concessionnaire alimentaire, parce qu'on sait que Équiterre pourra nous en parler, là, mais une grande partie des écoles font leur approvisionnement et gèrent leur menu là, au moyen d'un concessionnaire alimentaire. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à Maude Rousset-Bosson et Florence Plourde pour parler là, justement de démystifier là, le secteur scolaire. Si ça ne vous dérange pas, ma collègue a souvent des petits problèmes de connexion. Fait que si l'autre participante pouvait commencer, ça serait super. Et notre autre participante est à l'aise avec ça? Oui, pas de problème. Parfait. Là, j'ai tout volé les punchs de votre présentation. Je m'excuse, Équiterre. Voilà, Josée, tu peux commencer. Josée Fortin, qui est coordonnatrice aux communications et aux ventes chez Services alimentaires Laniel Saint-Laurent. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, je vais débuter pour vous parler de qui on est chez Laniel Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale au Québec qui offre un service de gestion de cafétéria en milieu scolaire. Donc, on dessert aujourd'hui plus de 50 établissements, que ce soit des écoles primaires, secondaires ou d'enseignement supérieur. Et nous sommes principalement, là, les établissements sont principalement situés dans les secteurs de la Montérégie et de Montréal. Grâce à un service personnalisé, nous offrons une stratégie de développement régional et d'achat local. Et c'est pourquoi on s'est taillé une place de choix depuis 1986. Notre mission actuelle, c'est vraiment de positionner le client au centre de chacune de nos actions, vraiment promouvoir une culture d'entreprise orientée par la passion, le respect, le travail d'équipe, la flexibilité et l'engagement. Soutenir surtout aussi les entreprises et les produits d'ici en s'approvisionnant localement et vraiment devenir un modèle à suivre là, comme entreprise par des actions responsables à plusieurs niveaux tels que social, économique et environnemental, et accompagner le client et assurer vraiment un suivi personnalisé avec celui-ci. Donc, notre équipe met en place une stratégie vraiment adaptée aux besoins de chacun de nos clients. Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est vraiment une conception sur mesure de menus par notre département de nutrition, production de repas qui sont faits par nos cuisiniers, évaluation de vos équipements sur place au niveau du scolaire, proposition vraiment de services adaptés là, à chacun de nos clients et à leur cuisine, sélection et formation de gestion du personnel, naturellement, gestion de l'approvisionnement et sélection vraiment de tous nos fournisseurs locaux,
un plan d'entretien aussi sur mesure pour l'hygiène et la salubrité, un audit et gestion de l'assurance qualité et la préparation de sondages et compilation des résultats. Nos clients aussi peuvent bénéficier de nos services complémentaires qu'on offre. Dans la majorité des cafétérias, on a des distributrices automatiques qui peuvent justement aider les gens qui sont hors des heures d'ouverture de nos cafétérias. Et il y a aussi, on offre le service de traiteur pour les occasions et les événements de notre clientèle. Donc, en ce qui concerne l'approvisionnement et développement durable, vraiment, l'Agnelle Saint-Laurent s'engage dans la promotion et la valorisation des entreprises et des aliments du Québec. Justement, nous avons eu une certification d'Aliments du Québec qui nous a permis de souligner nos efforts et de poursuivre notre travail de sensibilisation. D'ailleurs, on a eu aussi notre cafétéria du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été notre premier collège de la province à obtenir leur certificat de reconnaissance. Et nous en sommes très fiers. Notre stratégie d'achat pour le moment, c'est vraiment, on s'engage dans la promotion et la valorisation des entreprises et des aliments du Québec. Nous avons aussi obtenu notre certification d'Aliments du Québec au menu, qui vraiment nous permet de reconnaître et de... Excuse-moi, je pense que j'avais l'impression d'avoir parlé de ça précédemment. Hein? Je suis là puis je me lis, là, mais j'ai quand même parlé de ça. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on a quand même notre certification d'Aliments du Québec. Et aussi, on est fiers vraiment d'être associés à Commune Assiette là, qui vise à mobiliser l'ensemble des institutions québécoises, vraiment afin d'offrir nos services alimentaires, plus d'aliments sains, locaux et éco-responsables. Donc, de notre côté, on a vraiment des critères là, de sélection là, dans le choix de nos fournisseurs. Donc, le fournisseur potentiel doit vraiment répondre aux critères de saine alimentation du Québec. Ensuite, proposer des aliments dont les valeurs nutritives seront approuvées par notre nutritionniste. Donc, on a vraiment une nutritionniste chez nous qui va vraiment toujours faire des tests et vraiment approuver les valeurs nutritives, répondre aux besoins de notre clientèle, que ce soit primaire, secondaire, les besoins peuvent être différents, avoir un prix compétitif et vraiment être en mesure là, de travailler actuellement avec notre fournisseur qui est notre distributeur du Béloiselle. Donc, en conclusion, une entreprise du Québec qui répond vraiment à tous ces critères peut communiquer avec nous. Nos enjeux et nos améliorations au niveau de l'approvisionnement local, donc la disponibilité pour nous des produits locaux et leurs coûts représentent vraiment un défi majeur là, pour notre entreprise. Quand on parle de disponibilité, exemple des fruits au Québec, si on regarde les fraises, pour nous, la saison est quand même courte et cette saison-là est souvent en dehors de notre période d'activité. Donc, la disponibilité est vraiment un enjeu majeur. Donc, à cela aussi, il y a d'autres enjeux pour nous qui est le standard des produits. Donc, vraiment s'assurer de toujours avoir la même grosseur de format. Donc, les formats aussi, comme je dis, l'emballage, d'éviter le suremballage des produits. L'espace dans nos cuisines aussi, souvent on a de l'espace qui est insuffisant pour conserver des grosses quantités, que ce soit en réfrigération ou de l'espace tablette. Donc, l'espace dans nos cuisines est vraiment à considérer. Naturellement, avoir des produits diversifiés. Et aussi, naturellement, au niveau côté environnement, réduire nos déchets. Et vraiment continuer à avoir des plats qui sont composés là, de 50% et plus d'aliments du Québec ou transformés au Québec. Si on regarde notre vision pour l'avenir, notre objectif vraiment, c'est de continuer à offrir des produits d'ici. On continue de travailler fort sur le terrain là, pour en faire la promotion, de rester en contact avec nos clients et permettre à tous ces employés de s'y épanouir en contribuant et vraiment en faisant une différence là, jour après jour. On a des petits objectifs ambitieux. Présentement, on est 50% d'aliments du Québec. Donc, l'objectif ambitieux serait d'avoir 70% d'aliments du Québec dans l'offre d'ici 2026. Vraiment de rendre accessibles les produits locaux de qualité à prix compétitif et d'avoir 100% de nos emballages recyclables et biodégradables. Donc, c'est un objectif ambitieux, mais on continue d'y croire.
Donc, je vous remercie pour la présentation. Pour moi, ça conclut ma présentation ici. Vous avez mes coordonnées. Si jamais il y a quoi que ce soit, les gens là, pourront communiquer facilement avec moi là, par l'entremise de mon adresse courriel. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci beaucoup, Josée. Je vais retourner dans mon PowerPoint un petit peu plus loin. Excusez-moi pour les petites difficultés techniques. Merci beaucoup pour ta présentation. Je pense qu'on comprend un petit peu plus là, quels sont vos critères, en tout cas comment vous cheminez là, pour faire votre approvisionnement. Je réitère à tous, là, si vous avez des questions, écrivez-nous-les dans le Q&R, dans la section Q&R. Là, on va prendre le temps de les répondre vraiment. On va prendre un bon 15-20, même 30 minutes, là, tout dépendant de combien de temps il reste pour répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si notre collègue Maude Rousset-Bosson est arrivée d'équiterre. Florence? Ça ne fonctionne pas, fait que je vais faire la présentation, puis au pire, peut-être qu'elle va pouvoir se présenter pour la période de questions. Bon, bien, parfait. Donc, je demande à tous d'être indulgents. Merci beaucoup, beaucoup, Florence, de prendre la responsabilité de faire la présentation. Je te laisse la parole. Merci. Bon, ben, pour commencer, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de se joindre à nous ce midi. Donc, aujourd'hui, on voulait vous proposer cette présentation-là pour vous aider à démystifier ce que c'est que le secteur alimentaire scolaire, puis en même temps, vous offrir des astuces pour percer le marché. Mais avant de poursuivre dans le vif du sujet, on voulait d'abord vous présenter c'est quoi le travail d'équitaire, puis plus particulièrement notre axe se nourrir pour que vous compreniez un peu d'où provient notre expertise à ce sujet-là. Donc, bon, ben, Maude n'est pas là, mais voici Maude. On peut passer à la prochaine slide. Donc, là, j'ai présenté l'expertise d'équiterre qu'on a pour l'approvisionnement des écoles, qui est née des projets de l'Axe Se Nourrir. Donc, tu peux passer à la prochaine diapo. Notre Axe Se Nourrir, en fait, c'est une des grandes sphères d'action d'équiterre. On en a 4. Puis, notre objectif, c'est vraiment de vivre dans une société qui privilégie une alimentation saine, puis une agriculture régénératrice pour la biodiversité, l'économie locale et le climat. Donc, en alimentation, depuis 20 ans, tu peux passer à la prochaine slide, notre équipe, elle accompagne des institutions pour accélérer leur transition vers des modèles d'alimentation plus durables. Donc, on a notre équipe d'agriculture qui, elle, propose des pratiques alternatives aux agriculteurs et aux agricultrices pour les aider dans leur transition vers des modèles agricoles qui préservent les terres agricoles du Québec. Donc, dans le cadre de notre travail en alimentation, il y a différents projets qui sont en cours pour atteindre cet objectif-là. Donc, à titre d'exemple, il y a une partie de notre équipe qui travaille sur la marmite éducative, donc qui est une plateforme concertée en éducation alimentaire, puis qui propose des activités, puis des ressources à destination des écoles, des garderies, des centres jeunesse, des camps de jour, par rapport à l'alimentation durable, puis pour développer l'éducation alimentaire et la littératie alimentaire des intervenants, puis des jeunes, bien entendu. Donc, il y en a d'autres aussi qui sont sur le projet de Communacite qu'on a parlé précédemment. Donc, il y a une communauté de pratiques et un portail web qui vise à favoriser l'approvisionnement alimentaire sain, local et éco-responsable dans les institutions du Québec. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ce portail web-là qui pourrait vous être d'une très grande aide. Donc, en ce moment, dans notre équipe, on travaille aussi sur des appels de projets qui donnent du financement à des écoles primaires et secondaires pour qu'ils mettent en place un projet d'approvisionnement alimentaire. Donc, actuellement, on travaille à accompagner des écoles pour l'appel de projet de 100 degrés pour des aliments québécois dans nos écoles. Puis, dans le cadre de cet appel de projet-là, Équiterre collabore avec M361 et Aliments du Québec pour déployer ce projet-là au Québec depuis 2020. On offre aux écoles qui reçoivent du financement de 100 degrés un soutien tout au long de leur projet pour assurer l'implantation d'initiatives structurantes et qui perdurent dans le temps à travers des vidéos explicatives, des formations, puis un suivi personnalisé. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on peut par exemple les aider à développer une offre locale, puis donc à tisser des liens avec des producteurs ou des transformateurs locaux. Puis finalement, on fait aussi rayonner les initiatives des écoles récipiendaires en matière d'alimentation saine et locale pour, bien entendu, inspirer le plus d'établissements scolaires québécois à agir dans le même sens. Donc, je vais poursuivre.
Pour parler brièvement des particularités du secteur scolaire, parce que vraiment, il y a certaines situations particulières des écoles qui sont à garder en tête quand on parle d'approvisionnement dans les écoles. Donc, premièrement, je vais discuter d'insécurité alimentaire. Tu peux passer à la prochaine slide. L'alimentation, en fait, dans les écoles, c'est pas toujours une priorité. Comme on peut le voir, notamment dans les hôpitaux, le secteur éducatif est assez compliqué à gérer, notamment en raison du manque de personnel, de la surcharge des classes, puis du peu de temps à la disposition des enseignantes, puis du personnel de soutien, des intervenants. Donc, plus l'offre proposée, elle est simple, claire et rapide, plus elle est intéressante pour les écoles. Malgré le fait que ce n'est pas une priorité, c'est pourtant une nécessité pour la sécurité alimentaire des enfants parce qu'on voit de plus en plus que les écoles vont à l'école le ventre vide. On peut d'ailleurs noter l'importance d'un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec pour pallier à cette insécurité alimentaire-là. Quand on est confronté au fait qu'au Québec, il y a 20% des enfants qui vivent avec une forme d'insécurité alimentaire, puis près de 12% qui en subissent une forme modérée ou grave. Donc, je voulais aussi illustrer un peu l'importance de l'éducation alimentaire des enfants en discutant un peu de problématiques de littératie alimentaire qu'on a pu noter dans des études qui ont été publiées, notamment une en 2013 qui ciblait des enfants de 4 à 11 ans, où 34% d'entre eux pensaient que les pâtes étaient d'origine animale et que 29% croyaient que le fromage venait des plantes. Et même si ça peut sembler cocasse de prime abord, ça démontre quand même un besoin d'éducation alimentaire chez les jeunes. Ensuite, tu peux passer à la prochaine slide. C'est que cette habitude alimentaire-là, en fait, on voit que ce manque de littératie alimentaire-là chez les enfants peuvent avoir un impact quand ils grandissent et deviennent des adultes. Donc, au Québec, on a 80% des adultes québécois qui consomment trop de sucre. Puis par trop de sucre, j'implique que c'est que la consommation de sucre, elle est supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Elle avance que ça ne devrait pas dépasser 10% de l'apport énergétique total d'un individu, pardon. Puis au Québec, on se rapproche plus de 20% de l'apport énergétique. Puis après, il y a seulement 24% des adultes qui consomment des fruits et légumes recommandés par le Guide alimentaire canadien. Donc, vous pouvez noter définitivement que en fait, l'alimentation, c'est un enjeu qui est important pour les enfants parce que vraiment, donner des bonnes habitudes de vie aux enfants, ça permet de non seulement les sensibiliser eux, mais aussi sensibiliser leurs parents et la prochaine génération. Puis, dans le cadre scolaire, en fait, c'est un public qui n'est pas toujours facile à satisfaire. Puis pour certaines écoles, notamment secondaires, on peut vraiment avoir le choix entre beaucoup de fast-food proches de l'école. Ça crée une grosse compétition. Puis en fait, ça a un impact parce que nourrir des enfants, ça a une portée éducative parce que c'est maintenant que ça se forme les goûts, les habitudes de vie et ça va avoir un impact dans leur vie future. Donc, vraiment une possibilité de faire un lien entre le service alimentaire de l'école puis l'éducation des enfants. Donc, je poursuis dans le vif du sujet, donc le fonctionnement de l'approvisionnement dans une école. OK. Pour commencer, c'est important de revenir sur l'éventail des types de services alimentaires qu'on retrouve dans le réseau scolaire québécois. Donc, premièrement, on a l'autogestion. Ici, on pense aux cafétérias qui sont gérées par une école ou le centre de services scolaires. On a aussi la gestion contractuelle, donc une cafétéria qui est opérée par un concessionnaire alimentaire externe qui a été mandaté par l'école ou le service ou le centre de services scolaire, pardon, selon le cas. Puis, finalement, on a aussi des programmes qui sont complémentaires. Donc, on peut passer à des mesures alimentaires, le club des petits déjeuners, des brigades culinaires, par exemple. Donc, nous, on travaille plus particulièrement avec des écoles qui sont en autogestion ou qui proposent des programmes complémentaires. Ça nous arrive de travailler avec des écoles qui sont en gestion contractuelle, mais c'est un petit peu moins souvent. Donc, vous avez quand même eu des informations de la part de la personne qui représentait le concessionnaire. Ça vous donne peut-être une petite idée de comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là. Mais ici, nous, on va parler on va vous donner d'informations qui s'appliquent dans diverses situations, mais évidemment, il y a quand même des adaptations à faire. Pour vous donner une petite idée, l'autogestion au Québec, ça représente 28% de l'offre alimentaire dans les écoles, puis 72% pour la gestion contractuelle, en plus des programmes complémentaires. Donc, pour commencer, c'est quoi les formats qui sont pertinents pour des écoles primaires ou secondaires?
Donc, ça peut être très variable d'une école à l'autre. Donc, on peut avoir des petits formats comme des gros parce que ben, on a certaines écoles, notamment des primaires, qui peuvent avoir aussi peu que 50 élèves, mais on peut aussi avoir des grosses polyvalentes qui ont plus de 2000 élèves. Donc, il y a vraiment une grosse marge de manœuvre pour toutes les entreprises. Pour vous donner un petit exemple, dans le cadre de nos accompagnements, on a eu les cas d'écoles qui avaient de la difficulté à acheter local parce que les producteurs et transformateurs proches étaient trop petits. Mais en même temps, on en avait aussi qui étaient trop gros. Donc, il s'agit juste de trouver la bonne balance en fonction de l'école. Au niveau du type d'offre, dans le cadre de notre accompagnement, les aliments qu'on retrouve le plus dans nos appels de projet, c'est à 37 des fruits et légumes frais, à 19 des protéines, 14 de produits laitiers, puis 10 également pour boulangerie et l'épicerie, plus particulièrement le prêt à manger. Attention ici, par contre, ce n'est pas nécessairement représentatif de tout le Québec. Ça, c'est des chiffres pour les écoles qu'on accompagne dans le cadre de nos appels de projet, mais ce n'est pas nécessairement représentatif, comme je vous disais. Ce n'est pas aussi parce que ces denrées alimentaires-là sont les plus achetées que les autres secteurs n'ont pas nécessairement leur chance. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un marché à prendre. Ensuite, c'est quoi le budget d'une école pour leur approvisionnement? En fait, ça dépend vraiment de l'école et de l'offre alimentaire. Par exemple, si le projet, c'est une offre de l'école, donc pas celle d'un concessionnaire, d'un traiteur ou d'une cafétéria à but lucratif, ils vont utiliser différentes mesures d'aide, notamment gouvernementales, qui dépendent de leur indice de défavorisation. C'est aussi par l'entremise d'appels de projets, comme l'appel de projet 100 degrés pour des aliments québécois dans nos écoles. On pense aussi aux dons, aux bourses, à de l'autofinancement, à des campagnes de financement aussi. Donc, ces écoles-là vont généralement avoir un budget limité, mais ça peut varier en fonction du contexte propre à l'école. Par exemple, il y en a des écoles qui ont beaucoup de projets alimentaires. Donc, on peut penser, par exemple, à des ateliers culinaires et plusieurs collations, par exemple, où ils peuvent avoir une quantité importante de dons. Donc, ça suffit juste de contacter l'école puis de bien comprendre ses besoins. Puis ensuite, pour certaines écoles, l'argent, ce n'est pas un enjeu, mais pour la plupart, ce l'est. C'est un frein qui est assez important. Puis, comme je vous disais, les écoles, elles sont en point à beaucoup de pénurie de personnel, ce qui fait en sorte que les demandes de financement, considérant qu'elles demandent du temps, les écoles, elles ne sont pas toujours les ressources humaines disponibles pour y répondre. Par contre, il y a certains appels de projets qui peuvent vraiment les aider à financer l'approvisionnement alimentaire. Par exemple, l'appel de projet sur lequel nous, on travaille, donc avec 100 degrés, il autorise l'utilisation de 20 du financement pour l'achat d'aliments. D'un autre côté, si le projet est géré par un concessionnaire ou un traiteur, là, c'est les entreprises qui vont faire une analyse de la rentabilité pour déterminer leur budget pour l'alimentation locale. Il y en a certains, comme le concessionnaire précédemment, qui met vraiment un accent sur l'alimentation locale, d'autres un petit peu moins. Ça peut vraiment varier. Donc, c'est très différent d'une école à l'autre. Donc, c'est d'ailleurs un des objectifs d'un programme d'alimentation universelle au Québec pour aussi uniformiser cette offre-là qui est disponible pour les enfants. Donc, on comprend aussi que ce n'est pas super évident. Ça semble assez complexe là, pour une entreprise locale si l'école n'a pas beaucoup de budget, mais c'est une mission sociale qui est super importante, super pertinente, puis il y a vraiment des moyens de s'y retrouver financièrement, notamment en vendant vos produits déclassés, par exemple. Ensuite, je vais poursuivre en discutant de comment est-ce que les écoles elles font pour trouver des producteurs puis des transformateurs locaux. Actuellement, dans nos appels de projet, on voit vraiment que le bouche à oreille, c'est super utile. Le fameux Google et Internet, bien entendu, mais aussi, par exemple, le MAPAC régional, le répertoire d'aliments du Québec, comme on en parlait, il y a des écoles qui travaillent avec Aliments du Québec pour avoir la reconnaissance, le certificat de reconnaissance. Donc, elles peuvent utiliser l'outil d'Aliments du Québec pour les aider dans leur repérage. On a aussi les MRC, les réseaux de fermiers de famille qui aident. Bien entendu, nous aussi, on accompagne les écoles, donc on les aide à s'approvisionner le plus localement possible. On pense aussi aux listes de fournisseurs du centre de services scolaires ou même les producteurs puis les transformateurs avec qui elles ont travaillé par le passé ou avec qui elles ont fait des activités. Par exemple, les enfants ont été faire une visite à la ferme et ont fait du jardinage, du bénévolat, peu importe. Donc, finalement, je vais discuter du modèle de livraison. Donc, un des enjeux importants par rapport à l'approvisionnement, c'est l'enjeu du stockage. Donc, il y en a beaucoup d'écoles, surtout des écoles primaires, qui n'ont pas beaucoup d'espace de stockage. Donc, un bon plan pour les écoles, c'est de les aider à ce niveau-là. Donc, on a certaines écoles qui utilisent leur financement pour acheter des espaces de stockage. Par exemple, on peut penser à un congélateur.
mais c'est peu pratique pour stocker des aliments locaux. Donc, on a par exemple une école, c'est Saint-Calix, que leurs grossistes, ils gardaient des légumes en chambre froide pour l'école, puis la responsable, elle venait chercher les aliments chaque semaine. Donc, le fait qu'il y ait des producteurs qui gardent la place pour des produits dans leur chambre froide, ça peut vraiment être un bon incitatif pour les écoles à consommer avec les produits de ce producteur-là. Ensuite, la plupart du temps, les personnes responsables vont directement chez le producteur pour aller acheter ou aller chercher les légumes qu'ils ont commandés en ligne ou par téléphone. Toutefois, quand même en cas de bon de commande exigé par le centre de service scolaire, la personne qui fait la commande, elle doit quand même approuver tous ses achats, faire approuver ses achats avant d'acheter les produits. Donc, ensuite, elle passe la commande. Ça peut être un petit peu plus compliqué, donc à voir. En cas, par exemple, de glanage ou d'aide à la récolte de bénévolat, les élèves ils vont, bien entendu, avec leurs accompagnateurs, aller chercher directement à la ferme. Donc, c'est une option qui est intéressante. Puis, parfois, il y a des livraisons à l'école où l'école elle peut être un point de chute pour des paniers de légumes. Puis, même, en fait, on a des livraisons pendant la récréation, ce qui permet aux élèves de rencontrer le producteur. Par exemple, on a l'école de la Roque qui avait une super bonne idée. En fait, l'école avait une entente avec un producteur local qui venait livrer des paniers de légumes au cours de la récréation. Puis là, c'est ça, donc l'école allait acheter ses paniers pour faire des ateliers culinaires. Mais en même temps, les ateliers allaient à la rencontre avec la rencontre du maraîcher, pardon. Puis lui, il faisait de l'animation à chaque visite. Donc, c'était une bonne façon aussi en même temps de faire l'éducation alimentaire et agricole des enfants directement à l'école. Puis finalement, voilà, pour le cas du concessionnaire alimentaire, on vous a donné pas mal d'informations dans la présentation précédente. Merci Florence, je suis là, je suis arrivée enfin. Je vais pouvoir enchaîner, je m'excuse. Donc moi c'est Maude Rousset d'Équiterre, j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est ça, je travaille avec Florence, j'ai eu un petit problème technique, mais me voici, pile poil en plus pour ma partie, donc c'est parfait. Donc je vais enchaîner avec comment en fait aller à la rencontre de ce nouveau marché. Donc je vais vous donner quelques informations pour rejoindre ce marché-là. Donc en fait, la situation de comment les écoles vont prendre contact avec des producteurs, des transformateurs, ça va vraiment varier d'une situation à une autre. En fait, ça va vraiment varier si l'école a un concessionnaire ou pas. Dans le cas où il y a un concessionnaire, généralement, c'est le concessionnaire ou le traiteur, si c'est un traiteur, qui va lui-même prendre contact avec des producteurs ou des transformateurs. Dans le cadre des appels de projets, des écoles que nous, on accompagne avec Florence, on incite toujours l'école à demander des critères d'achat au concessionnaire. Demander des critères d'achat local, puis ça va pousser le concessionnaire à essayer de s'approvisionner davantage localement. Ça donne comme une obligation contractuelle au concessionnaire. Et donc, à ce moment-là, c'est le concessionnaire qui va prendre contact avec les producteurs. Même si le concessionnaire, c'est lui qui gère l'offre alimentaire dans l'école, ça peut arriver aussi que ça soit comme une initiative de l'école de vouloir avoir plus d'aliments locaux, donc de se tourner vers des producteurs et des transformateurs locaux. Donc à ce moment-là, ça va être une personne de l'école, soit la direction, soit une secrétaire, une nutritionniste, qui va charger de chercher des producteurs ou des transformateurs pour le concessionnaire. Donc là, on a l'exemple, par exemple, de l'école du tournesol de Windsor qu'on a accompagné il y a 2 ans, qui est donc située en Estrie, puis qui a en fait cherché des producteurs et des transformateurs pour le compte du concessionnaire. Donc là, c'était avec l'aide du MAPAC Estrie et de la MRC du Val-Saint-François. En fait, ils se sont rapprochés de ces 2 organismes-là. Ils ont créé des partenariats avec ces organismes-là et ils ont demandé si le MAPAC Estrie et la MRC pouvaient envoyer des messages à tous les producteurs et transformateurs dans une région de 60 km autour de l'école. Et puis, ils ont eu une réponse, ils ont eu 6 réponses en fait, de producteurs locaux qui ont eu connaissance comme ça que l'école cherchait, enfin le concessionnaire de l'école cherchait des producteurs et des transformateurs locaux. Mais ça peut aussi arriver que ça soit tout simplement le concessionnaire qui cherche les producteurs et les transformateurs. Au niveau de la prise de contact sans concessionnaire, ça va se faire généralement par courriel, par téléphone, aussi en se rendant directement sur place. Donc en allant à la rencontre des producteurs et transformateurs sur les marchés publics, se rendre dans l'entreprise, se rendre dans les boulangeries, les fromageries. Souvent, l'école la personne qui est gestionnaire
du service alimentaire de l'école va se rendre sur place, va se déplacer. Parfois, par manque de temps, justement, ça peut être intéressant pour vous d'aller directement à leur rencontre, mais je vais le mentionner juste après. Dans certains cas aussi, le centre de service scolaire rend obligatoire l'enregistrement de fournisseurs sur une liste du centre de service scolaire. C'est le CSS, là, que vous voyez à l'écran, le centre de service scolaire. Et donc, à ce moment-là, ça va être le centre de service scolaire qui va lui-même créer le lien entre des producteurs qui sont enregistrés dans sa liste et l'école qui fait partie du centre de service scolaire. Donc, ça peut être intéressant pour vous de contacter ces centres de service scolaires-là. Ça peut aussi être les grosses entreprises comme Provigo ou Maxi qui vont servir un peu d'intermédiaire entre un producteur et une école. Donc l'école va assez naturellement en fait s'orienter vers l'épicerie qui se trouve proche d'elle. Donc par exemple, ça arrive assez souvent que ça soit des Provigo ou des Maxi. Et puis ces Provigo, ces Maxi-là ont parfois des fois une entente avec un producteur, un transformateur, et ça va permettre de les mettre en lien. Et puis évidemment, il y a l'aide de certains organismes régionaux comme Zone Boréale, Terroir Solidaire. On a aussi l'Alliance Sherbrookeoise pour des jeunes en santé, qui sont des organismes locaux, le RTCBQ aussi bien sûr, qui vont favoriser l'entente, enfin le rapprochement. D'ailleurs, dans le cadre de l'appel de projet des écoles qu'on accompagne avec Florence, le RTCBQ a créé une liste de contacts. Donc, ça permet vraiment de rapprocher comme ça avec l'aide du RTCBQ. Et puis, la première prise de contact peut aussi se faire pas forcément avec l'approvisionnement local, ça peut être par plutôt un volet éducatif, c'est-à-dire qu'on a assez souvent des situations où un transformateur a fait visiter par exemple son entreprise par une classe, ou alors est venu dans une école pour présenter comment fonctionnait son entreprise, ou alors dans le cas d'une ferme, il y a eu une visite des enfants à la ferme ou du glanage. Et à ce moment-là, ça crée un premier contact avant même de l'approvisionnement. En fait, là, le premier contact se fait plus via un volet éducatif. On peut passer à la diapo suivante, merci. Maintenant, comment vous pouvez vous adresser, en fait, à qui vous pouvez vous adresser si vous ne voulez pas forcément attendre que l'école vienne à vous, là, si vous voulez être proactif puis créer ce partenariat-là, vraiment rentrer dans le marché du service alimentaire scolaire. D'abord, est-ce que vous avez une école en tête? Si vous avez une école en tête, à ce moment-là, regardez sur le site internet de l'école, par exemple, si il y a un technicien, une technicienne en gestion alimentaire, s'il y a un concessionnaire, s'il y a un service traiteur, s'il y a différents projets. Souvent, les écoles qui ont des projets alimentaires de bar à salade, par exemple, vont vraiment le mettre de l'avant sur leur site internet. Donc, si vous fouillez un petit peu, vous allez assez vite voir d'abord qui est-ce que vous pourriez approvisionner. Et en sachant qui est-ce que vous pouvez approvisionner, vous allez pouvoir savoir qui contacter. Pour les personnes à contacter, vous pouvez aussi vous tourner vers le centre de service scolaire. Il y a parfois des personnes qui sont responsables des services alimentaires des différentes écoles que le centre de service scolaire supervise. Donc à ce moment-là, vous pouvez contacter le centre de service scolaire, ou aussi en profiter pour leur demander si ils ont une liste de producteurs, et donc si vous pourriez être inscrit sur cette liste-là. Aussi, soyez vraiment à l'affût des projets alimentaires des écoles qui sont proches de chez vous, que ça soit via les journaux locaux, les radios locales, différents concours. On a par exemple le concours Ose entreprendre version scolaire. Donc c'est un concours où il y a différentes écoles pour différents projets d'entrepreneuriat qui vont postuler. Puis assez régulièrement quand même, on a des projets d'ordre alimentaire. Donc si vous voyez qu'il y a une école proche de votre entreprise qui a postulé à Ose entreprendre, ça veut dire que très probablement qu'elle a un projet alimentaire et qu'elle pourrait peut-être vous impliquer dans ce projet-là. Et puis, vous pouvez aussi initier un projet. Florence a dû vous en parler, je suis arrivée un peu tard pour l'écouter, mais a dû vous en parler tout à l'heure. On est actuellement donc en période de recrutement en continu, en fait, pour des écoles qui voudraient postuler pour l'appel de projet pour mettre en place un service alimentaire dans leur école. Donc, si vous avez une école proche de chez vous, l'école de vos enfants, ou juste
une école proche, à partir du moment où elle est primaire, secondaire et publique, enfin primaire ou secondaire et publique, et il faut aussi qu'elle n'ait pas déjà eu un financement de l'organisme M361. À partir de ce moment-là, elle peut postuler et donc vous pourriez comme initier ce projet et vous positionner comme le fournisseur principal de ce projet, par exemple. Ça pourrait être aussi une idée. Et puis enfin, le bouche à oreille, ça c'est vraiment, Florence a dû vous le mentionner, là c'est vraiment très régulièrement, ça se passe comme ça pour tout ce qui est projet, en autonomie là, quand il n'y a pas un concessionnaire alimentaire. Donc le bouche à oreille, ça fonctionne beaucoup. Donc si vous parlez autour de vous que ça vous intéresserait vraiment d'approvisionner une école, il y a beaucoup d'écoles au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui peuvent l'entendre, qui peuvent, ensuite en parler à leur école. Donc n'hésitez pas vraiment à diffuser vous aussi votre volonté, d'approvisionner, ce genre de projet-là. Et puis enfin, au niveau si vous entrez en contact avec des écoles, ayez vraiment en tête, les enjeux que ces écoles ont. En ayant en tête ces enjeux, pouvez essayer de leur proposer, d'aller au-delà de ces enjeux, de leur proposer des solutions. Puis à ce moment-là, vous vous positionnez vraiment, comme la personne qu'il leur faut pour réaliser, leur service alimentaire, pour le rendre davantage local en tout cas. Donc vous mettez toutes les chances de votre côté pour remporter, ce marché-là. La première contrainte vraiment à avoir en tête, vous, quand vous allez approcher une école, c'est que l'école, elle manque de temps. Florence, l'a mentionné, le temps, c'est pas la priorité des écoles d'avoir un service alimentaire, même si c'est essentiel. C'est malheureusement pas la priorité et donc souvent elles vont manquer de temps. Si vous offrez la livraison, si vous offrez des produits pré-transformés par exemple, ou si vous entrez directement en contact avec l'école, ça leur fait gagner du temps. Donc vraiment là, vous vous positionnez, très bien pour faciliter ce partenariat-là, pardon. Ensuite, il y a aussi le manque de place, le manque de cuisine, d'espace d'entreposage, de stockage. Il faut avoir en tête que plusieurs écoles, ont aucun espace de stockage, ont même parfois pas de cuisine. Donc ça peut être, compliqué pour elles, de proposer un service alimentaire et surtout, local parce que on sait bien là, c'est à la période des récoltes que c'est le plus facile d'avoir le plus d'aliments à plus bas coût pour les écoles, mais là, souvent, il y a un enjeu de place, un enjeu d'entrepôt. Donc si vous offrez un espace de stockage aux écoles, ça peut vraiment être aussi un très bon plan. Il y a aussi, les enjeux, financiers. Essayez de vous adapter au maximum aux situations. On sait que c'est pas toujours évident, mais vous pouvez par exemple profiter, de ce nouveau marché-là pour écouler vos surplus ou, écouler vos légumes déclassés, par exemple. Il y a aussi un autre enjeu qui est qu'il y a un roulement assez important de personnel dans les écoles. Donc il est fort possible qu'une personne vous contacte, mais que, 1 an ou 2 ans plus tard, en fait, cette personne ne travaille plus à l'école et à ce moment-là, vous allez perdre un peu le contact que vous aviez à l'école. Donc chose très importante pour vous, essayez de diversifier votre source de contact dans une même école et puis essayez de vous faire connaître au-delà même de l'approvisionnement. Si vous développez une campagne de financement avec cette école-là, par exemple, ou si vous présentez votre entreprise, vous allez être connu de l'école au-delà de la personne avec qui vous avez, le premier contact. Aussi, il peut y avoir des concessionnaires, récalcitrants à payer plus cher pour des aliments locaux. Là, on vous invite à essayer de les convaincre, à parler avec eux. Et puis enfin, le dernier point, c'est le manque de connaissances, sur les entreprises disponibles proches de l'école. Donc là, c'est vraiment, je reviens toujours à la même chose là, mais l'idée de vous faire connaître, d'aller voir directement l'école, puis à ce moment-là, cet enjeu-là, disparaît assez vite. Florence va terminer avec, les différents, avantages pour vous de collaborer avec le milieu scolaire. Oui, tu peux passer à la prochaine slide. Premièrement, bien entendu, c'est collaborer avec une école de cette façon-là, c'est une super belle façon de faire connaître votre entreprise, puis en même temps d'élargir votre canal de mise en marché. On a des exemples d'ententes super inspirantes qui permettent une belle visibilité pour les entreprises. Parfois, il y a des ententes de visibilité qui vont se faire avec un distributeur, donc le distributeur va faire des dons, puis ensuite, où il va vendre peu cher ses aliments à l'école, puis ensuite, ça va être en échange d'un remerciement dans le livre de recettes de l'école, par exemple, ou lorsqu'ils vont annoncer le menu aux parents.
Parfois, les écoles elles peuvent être un petit peu frileuses à proposer ce genre de choses-là parce que normalement, elles n'ont pas le droit de faire de la publicité, mais c'est quand même à garder en tête puis à négocier avec les écoles, voir ce qui est possible. Mais sinon, parfois aussi, il y a des écoles qui mettent en place des initiatives comme un magasin général où elles vont vendre des produits transformés et des produits de producteurs locaux. Donc, ça leur permet non seulement de s'autofinancer en partie, mais en même temps aussi d'augmenter la visibilité de leurs producteurs. Donc, ça peut être super intéressant où des enfants dans les cours d'art plastique vont faire des affiches de leurs producteurs. Puis parfois même, les producteurs vont venir tenir un kiosque là-bas. Donc, ça peut être une super belle façon de rentrer en contact avec la communauté. Ensuite, c'est une bonne façon d'écouler des surplus ou des légumes déclassés. Vraiment, les écoles sont toujours prenantes. C'est avantageux non seulement pour vous, mais aussi pour elles. En même temps, ça permet de réduire le gaspillage alimentaire, ce qui est super intéressant. Puis, de toute façon, ça va être utilisé dans des recettes qui vont être servies aux élèves, donc dans des ateliers de cuisine, dans des collations ou même le bar à salade. Puis, finalement, bien entendu, ça crée un super beau lien avec la communauté. Ça vous permet directement de travailler à l'éducation alimentaire et agricole des enfants. Puis c'est en même temps de faire une action qui est essentielle pour les jeunes en proposant une solution à l'insécurité alimentaire des enfants au Québec. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour la présentation. Désolée pour les petits bugs techniques, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis pour nous joindre, vous pouvez toujours le faire à alimentationscolaire@commercial-équiterre.org. Merci beaucoup les filles. Je vais encore une fois passer mon PowerPoint à la bonne place. Donc, on est rendu à la période de questions. Je trouve que vos présentations étaient très intéressantes, autant pour l'Aniel Saint-Laurent que pour Équiterre. Je pense que maintenant, on comprend un petit peu plus comment ça fonctionne. Puis, je pense que vous avez montré aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de canaux qu'on peut passer là, pour communiquer puis promouvoir ces produits là, auprès des écoles et des concessionnaires alimentaires. J'ai déjà une question ici de Mathieu Guillemette. Donc, la question s'adresse à l'Aniel Saint-Laurent. Donc, quels sont les principaux défis rencontrés au niveau de l'approvisionnement d'emballages éco-responsables? Oui, bonjour. En fait, vous voulez dire, peut-être me préciser, peut-être plus votre question au niveau, parce qu'en fait, les défis, comme on disait, au niveau d'être éco-responsable, c'est d'avoir de plus en plus, d'avoir moins de déchets et d'avoir de plus en plus des contenants qui sont recyclables et éviter le plus de contenants possible ou le suremballage, ce qui va nous permettre d'être plus éco-responsable. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Mathieu, est-ce que... Je peux-tu y aller de façon verbale? Oui. Oui. OK. Fait qu'en fait, la question, c'est pour comprendre, est-ce que l'offre est adéquate? Est-ce que les coûts sont prohibitifs au niveau des contenants qui peuvent être compostables? Puis est-ce qu'il y a possibilité d'accéder à des économies d'échelle aussi intéressantes que ce qui n'est pas compostable, finalement? Moi, je vous dirais pour mieux répondre, parce que je change plus au niveau des communications, là, je connais quand même un peu ce qui se passe chez l'Aniel, oui. Mais je vous dirais que je préférais peut-être que mon approvisionneur, en fait, l'acheteur chez nous, puisse vraiment communiquer avec vous puis vous expliquer un petit peu les enjeux quand on fait les achats au niveau des contenants et au niveau de tout ça. Je pense que lui pourrait mieux répondre que moi là, à votre question. Je vous inviterais peut-être à communiquer, m'envoyer un courriel avec vos coordonnées pour que je puisse vraiment vous mettre en communication avec la personne qui fait vraiment tous les achats chez nous et l'approvisionnement là. OK, ça marche. Je vais vous envoyer mon courriel par message direct. Parfait, merci beaucoup. Puis si je peux juste me permettre là au niveau des écoles que nous on connaît, ça se fait quand même beaucoup d'avoir soit des choses compostables, soit d'avoir un système de consigne aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les écoles, surtout à petite échelle là pour les petites écoles. Merci beaucoup pour le Parfait, complément de réponse. J'ai une deuxième question ici de Maria Béraud Madero, je m'excuse, je suis vraiment désolée, de l'AKP. Donc, la question, c'est aussi pour l'Aniel Saint-Laurent. Donc, on a parlé de fournisseurs locaux et du Béloisel. Est-ce que du Béloisel fait le lien entre l'Aniel Saint-Laurent et tous les fournisseurs locaux? Oui, effectivement, du Béloisel est vraiment notre distributeur et c'est lui qui fait un lien avec tous les fournisseurs locaux. Donc, nous, dès qu'on a un fournisseur local qui nous approche,
Nous, naturellement, là, on le met en contact avec du Loisel là, pour la suite là, au niveau des achats et comment intégrer tout le reste. Là. Fait que oui, effectivement, chacun des fournisseurs doit vraiment passer par du Loisel par la suite. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? On a encore le temps de répondre à des questions. Sinon, moi, j'en ai, mais je veux quand même vous laisser la parole en premier. N'hésitez pas à lever votre main là, directement là, si vous avez des questions. Donc, en attendant, moi, je peux demander, là, en fait, c'est un petit peu une question pour les deux participants. On a parlé beaucoup de critères d'achat, on a parlé là, de valeurs nutritives, on a parlé beaucoup de disponibilité. Donc, quelle est comment je peux poser ma question? Quelle est l'ouverture, disons, autant chez le concessionnaire que chez les écoles quelle est la souplesse, disons, vis-à-vis de ces critères-là? Niveau valeur nutritive, par exemple, ce serait plus principalement qu'est-ce qu'on recherche comme type de produit. Niveau format, niveau disponibilité, est-ce qu'on accepte un peu plus des produits transformés, par exemple, ou des produits congelés, là, des choses comme ça? Vas-y, José. Non, bien, comme je disais tantôt, au niveau des enjeux, chez nous, on parlait du format et tout ça. C'est sûr que on essaie d'éviter le suremballage, les gros formats. Oui, il peut avoir peut-être une petite partie d'aliments, exemple des pâtes, mettons qu'on fait de la pizza, des pâtes qui sont déjà, on va prendre le format qui est déjà pré-congelé, qui est déjà tout prêt. Nous, on va faire la suite. Comme on disait aussi chez nous, on a un nutritionniste, en fait. Donc, il y a toujours des tests de goût qui sont faits parce que c'est sûr que ça peut arriver qu'on va avoir des fournisseurs qui vont nous proposer différents produits, mais quand on fait des tests de goût, des fois, ça ne répond pas toujours nécessairement au niveau du goût. Puis c'est sûr qu'il faut qu'on tienne compte de notre clientèle au niveau du primaire et secondaire aussi, qui est différent des fois. Ce qu'on peut entrer dans l'école, peut-être au secondaire. Là, je ne parle pas d'aliments, mais il me vient à l'esprit peut-être du Pepsi ou des trucs. Il y a des choses qu'on peut pas, certains aliments qu'on ne peut pas entrer au primaire versus le secondaire. Donc, ça fait partie aussi d'une sélection. On y va en fonction de ce que l'école veut qu'on puisse entrer comme aliment. Mais il y a une question de goût, valeur nutritive et tout ça qui est toujours fait chez nous et qui est vraiment décidé par notre nutritionniste au départ, là, qui va vraiment faire avec ses tests de goût, qui va nous donner une petite avance là, pour dire si on va de l'avant ou pas et si on met ce fournisseur-là en communication là, avec du Béloisel. Puis nous, dans le cadre plus des projets autogérés, là, c'est sûr que nous, on pousse à ce que les écoles aient un maximum de produits le moins transformés possible là, pour qu'il y ait aussi, que ça soit, puis qu'il y ait un apport nutritif intéressant pour les jeunes. Donc nous, on pousse à ça là. Ça dépend vraiment en fait d'une école à une autre. De manière générale, on essaye aussi à ce que c'est souvent le cas des projets qui sont autogérés. Il y a souvent une application des élèves dedans, dans la cuisine par exemple. Puis à ce moment-là, ça veut dire que c'est fait maison là, donc c'est déjà moins transformé. Enfin, au moins c'est transformé maison. Donc ça arrive quand même assez régulièrement. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Oui, merci. Quand je disais produits transformés, je parlais vraiment plus de congélation, de couper des aliments. J'étais vraiment oui, pas dans le ultra OK. transformé. Mais oui, au niveau de la transformation, ça, c'est toujours intéressant pour les écoles d'avoir des choses qui sont un peu toutes prêtes, enfin, comme si c'est, surgelé ou si c'est vraiment intéressant surtout, encore plus pour avoir des produits locaux toute l'année là. Je parlais que les écoles ont souvent de la difficulté à stocker, des produits locaux. Souvent celles qui arrivent à le faire, en fait, pour avoir des produits locaux toute l'année, elles vont congeler, elles vont avoir une chambre froide ou elles vont s'aider des distributeurs pour congeler, pour avoir en fait beaucoup de produits congelés pour l'hiver, surtout au niveau des fruits et légumes. Donc ça se fait beaucoup, puis il y a aucun problème avec ça, puis ça garde vraiment la valeur nutritive aussi, donc c'est très intéressant pour les écoles d'avoir des produits, transformés de cette façon-là. Excellent, merci beaucoup, Maude. Donc,
Moi, je n'ai plus de questions. Vraiment, je vous dis à tous les participants, ne soyez pas gênés. Profitez de cette occasion-là qu'on vous offre d'avoir justement le côté de la demande alimentaire pour poser vos questions. Je vous laisse quelques minutes, puis sinon, je terminerai le webinaire à l'avance. Nos participants, nos présentatrices, là, si vous avez des détails que vous voulez rajouter, que vous n'avez pas pensé, c'est aussi le temps d'ajouter un complément. Moi, je pourrais ajouter, comme je disais tantôt, si j'invite les gens vraiment à m'écrire, mon adresse courriel est à la fin de ma présentation. Comme je dis, je peux peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais je suis convaincue que des fois, par courriel, c'est peut-être plus facile aussi pour vous. Alors, ça va me faire plaisir de réacheminer les courriels aux personnes concernées chez nous pour répondre à vos différentes questions. Donc, merci à tout le monde. Nous aussi, on reste, on a mis, si vous avez accès après à l'enregistrement du webinaire ou à la présentation, là, on a mis notre adresse courriel, donc c'est alimentationscolaire@commercialequitaire.org. Et puis, si vous avez des questions aussi par rapport notamment aux appels de projets qu'on mentionnait ou d'autres questions sur comment communiquer avec une école, par exemple, ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Maude. On a une question qui vient de s'ajouter de Marc-Antoine Pelletier. Est-ce que le milieu institutionnel a commencé à avoir une ouverture pour les fruits émergents? Marc-Antoine, je t'inviterai à poser ta question, peut-être ajouter des détails. Est-ce que Marc-Antoine est présent? Ah, exemple, Ok. la Camerise. Oui, oui, il y a pas de problème. C'est même encouragé si on veut essayer d'avoir un lien aussi. Ce qui est intéressant dans les écoles, c'est d'avoir un lien aussi avec le curriculum, là, avec ce que ça nous apprend. Ça, c'est pas juste approvisionner, là. Enfin, Florence, là, en a parlé à plusieurs reprises. Là, il y a vraiment une idée de participer à l'éducation alimentaire des jeunes aussi. Donc tout ce qui est fruits émergents, là, enfin fruits, la camerise, les petits fruits peu connus du Québec, là, c'est vraiment très, très positif. Puis vous aussi, dans votre communication, là, si vous avez une entreprise qui produit des camerises, par exemple, mais vous pouvez mettre ça de l'avant, là, lorsque vous allez voir une école, dire qu'il y a aussi une portée éducative qui est vraiment intéressante de se reconnecter avec les petits fruits qui existent au Québec depuis des années et des années. J'ajouterais aussi que dans une de nos régions, je ne suis pas certaine si c'est le Saguenay ou la Côte-Nord, là, mais j'ai entendu dans le cadre d'un de nos projets qu'on porte au regroupement Les Petits Ambassadeurs auprès des CPE, là, ça a permis vraiment de changer, d'arrêter d'acheter des abricots puis des dattes qui viennent d'ailleurs pour acheter des canneberges locales. Puis, ce que j'entendais, c'est que le prix n'était pas tant que ça différent. Donc, ça peut être une opportunité de ce côté-là. J'ai une personne qui a levé la main. Oui, je pense que c'est moi, Malaïka. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci, mon nom est Malaïka, je suis responsable de l'entreprise Nature Bio. Merci beaucoup pour cette initiative. J'ai quand même manqué une partie. Alors, ma question, elle est un peu très pratique. Je ne sais pas si vous y avez répondu au début. Ma question, ce serait de savoir, dans le processus de sélection, à partir du moment où on contacte l'institution ou le fournisseur centralisé, on peut estimer que ça prend combien de temps pour être sélectionné et approuvé et introduit officiellement dans le réseau? Merci. Je ne sais pas si José, tu veux répondre, toi, pour ton expérience. De mon côté, je n'ai pas vraiment d'idée de temps, excusez-moi par rapport à ça. Comme je disais tantôt, le processus, habituellement, ça va rentrer par l'acheteur chez nous. Le fournisseur va proposer des produits, l'acheteur va faire, comme je disais, on va faire des tests de goût. Donc, il y a un petit processus quand même chez nous à l'interne. Il y a aussi ensuite la partie avec notre fournisseur, l'intégré à Dubé-Loisel. Fait que je ne pourrais pas répondre en temps dans ce processus-là. C'est quelque chose que je pourrais m'informer pour avoir vraiment une idée de temps pour vous aider. Donc, peut-être que je pourrais y répondre par courriel. Désolée de ne pas pouvoir répondre plus précisément.
Pour les projets qui seraient autogérés, ça va varier. C'est vraiment pas très long, mais ça va varier vraiment d'une école à une autre, puis d'un projet à un autre. Généralement, quand les écoles cherchent des fournisseurs, c'est qu'elles ont déjà mis en place un projet ou qu'elles ont vraiment, il est vraiment en route là le projet. Donc, ça peut être le mois d'après ou la semaine d'après, ça peut être très très rapide. Le plus long que ça pourrait être, c'est si l'école. En fait, il faut avoir en tête aussi que les écoles fonctionnent avec un système de calendrier scolaire, ce qui fait que c'est fermé l'été. Ce qui est quand même aussi un peu particulier, puis à avoir en tête. Mais donc ça peut arriver que, par exemple, au mois de juin, l'école va vouloir commencer à avoir des contacts, à créer contact, mais en fait, ce sera qu'au mois de septembre qu'il y aura vraiment des livraisons. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour vos réponses et merci aussi pour vos questions. Donc, je vais clore ce webinaire. Je pense que moi, je suis très satisfaite des informations qui ont été partagées à tous et à toutes. Je vais vous partager aux participants le PowerPoint. Donc, vous aurez les coordonnées de nos présentatrices. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je répète aussi, l'enregistrement de ce webinaire va être disponible sur notre page YouTube très rapidement et sur notre site internet, le rtcbq.com, très bientôt. Je vais vous envoyer un formulaire d'appréciation du webinaire. S'il vous plaît, complétez-le. En fait, ça va vraiment nous aider à nous améliorer, à vous offrir des webinaires là, qui fonctionnent avec vos besoins. On les crée vraiment pour vous aider à approcher ce marché-là, à ce qu'il y ait plus d'informations, à démystifier le marché. Donc, n'hésitez pas à remplir ce webinaire. Ce formulaire-là. Et finalement, ne manquez pas notre prochain webinaire là, qui va être mardi le 3 octobre prochain, toujours de midi à 13h, donc les midi snacks. Cette fois-ci, on va s'attarder aux pratiques d'approvisionnement dans le réseau de la santé. On a invité l'ITHQ et une entreprise, donc Daily Cookie, qui vont venir nous parler là, de comment ça fonctionne dans ce milieu-là, puis comment est-ce qu'on fait notre commercialisation aussi pour approcher le marché. Donc, soyez des nôtres et merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.